Alors bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Linnaeus, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Laleh Manjikian. Elle est professeure de sciences humaines au Collège Vanier de Montréal. Elle est éducatrice, chercheuse, bénévole et écrivaine, et la justice sociale a une très grande place dans son cœur. Aujourd'hui, elle vient nous parler des demandeurs d'asile. Bonjour Laleh. Bonjour Edna, Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'être ici avec nous. Alors, je vais commencer par te Oui. poser quelques questions, n'est-ce pas? Oui. Sinon, on pourrait parler de bien d'autres choses. Oh, c'est sûr. Qui sont les demandeurs d'asile? Explique-nous un peu qui sont ces personnes-là, s'il vous plaît. Donc, les demandeurs d'asile, souvent, on parle de réfugiés et de demandeurs d'asile, mais j'aimerais beaucoup les différencier. On va commencer par définir c'est quoi un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui se présente au Canada et demande la protection du gouvernement canadien. Et la raison pourquoi cette personne demande la protection, c'est parce que sa vie est en danger. Wow. Parce que cette personne craint pour sa vie, souvent parce que la personne est persécutée à cause de sa race, de sa religion, de son opinion politique, le fait que la personne appartient à un groupe social ou bien juste parce qu'elle est femme. Alors, cette personne ne peut plus rester dans son pays d'origine et cherche la protection d'un gouvernement, dont le Canada. Alors, c'est une commission de l'immigration et du statut de réfugié qui entend le cas de chaque demandeur d'asile pour comprendre si cette personne a une raison légitime de persécution dans son pays d'origine, pour voir si cette personne qualifie ou peut avoir un statut de réfugié. Mais une demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui attend la décision. Alors, il y a toute une couche de vulnérabilité qui est associée à ça, dont on va sûrement en discuter. Oui. Mais je voulais vraiment insister sur le point qu'un demandeur d'asile n'est pas formellement reconnu comme étant un réfugié jusqu'à ce que son cas est entendu par le gouvernement canadien durant une audience, qui est aussi un processus bureaucratique très compliqué, et on peut en discuter aussi. Mais c'est une période aussi où la vie d'une personne est entre les mains du gouvernement. Quand tu dis le processus est compliqué, est-ce que tu peux élaborer, comme tu viens juste de me dire qu'on va en parler, j'aimerais qu'on en parle maintenant, oui. S'il te plaît. Alors, il faut d'abord dire que il y a 3 manières où on peut être reconnu comme réfugié ici au Canada. Donc, il y a d'abord le gouvernement canadien peut aller dans des camps de réfugiés partout dans le monde et un peu sélectionner par intermédiaire d'entrevues qui seraient éligibles pour la protection du gouvernement et la démarche commence. Ça, je dirais, c'est le plus, s'il y a un moyen plus facile, ça serait le plus, disons, direct. La deuxième manière, ça serait, je dirais, le parrainage. Donc, si un demandeur d'asile a un membre de famille ici à Montréal, au Québec. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Ça peut arriver, bien sûr. Surtout avec la guerre civile qui s'est produite en Syrie dernièrement. Oui. Il y a eu une énorme vague de demandeurs d'asile, de réfugiés, en fait, qui sont venus de la Syrie, mais ils ont été parrainés. Alors, ils étaient déjà à l'extérieur de la Syrie. Et ils ont fui la guerre civile, justement, le conflit armé, là où leur vie quotidiennement était en péril. Et ils se sont trouvés dans des pays avoisinants, que ce soit la Turquie, que ce soit le Liban, que ce soit la Jordanie.
Et ils ont été parrainés par des membres de famille. Et ça n'a pas besoin d'être des membres de famille immédiates. Ça peut être une tante, un cousin, disons. Et ils ont parrainé plusieurs familles. Ici au Canada? Ici au Canada, même ici à Montréal. À Montréal même. Et la troisième façon dont un demandeur d'asile peut avoir accès à ce titre de réfugié de protection, c'est quand un demandeur d'asile se présente à une frontière. Okay. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se présentent à une frontière, soit à l'aéroport, mais plus fréquemment entre la frontière des États-Unis et du Québec, souvent de façon irrégulière, pour demander la protection, demander l'asile. Et une fois qu'on est rentré dans le système, c'est vraiment un labyrinthe bureaucratique, c'est assez compliqué. Il faut garder en tête que beaucoup de demandeurs d'asile ne sont pas nécessairement ne connaissent pas bien tout ce cheminement légal. Exact. C'est même pour quelqu'un qui a supposément étudié qui a étudié le processus, c'est très complexe. Oui. Alors, on peut se rendre compte que les gens ont des barrières linguistiques. Alors, ils ne parlent pas nécessairement l'anglais ou le français. Comment ils vont comprendre un cheminement super compliqué, légal, juridique? Exact. Est-ce qu'il y a des gens qui les accompagnent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont formés, présents pour eux, ou ils sont laissés pour compte? Une chance que oui, mais c'est pas assez. Il faut vraiment, et les gens qui travaillent vraiment avec les demandeurs d'asile voient que les services ne sont pas assez. Ils ont recours, les demandeurs d'asile, à de l'aide légale, juridique, mais soit qu'ils doivent être super riches pour avoir accès, ou soit qu'ils doivent être super pauvres. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est pas accessible à tout le monde. Okay. Alors, et d'autre part, il faut rendre compte que beaucoup de demandeurs d'asile passent par des traumatismes très sérieux dans leur pays. Que ça soit, il faut comprendre que ce sont des gens persécutés. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être persécuté? C'est leur gouvernement, des fois, qui leur persécute. Alors, si tu n'as pas un gouvernement ou la police à qui tourner pour te protéger, mais tu vas vers qui? Aussi, il faut se rendre compte que donc, le fait que ces gens ont vécu beaucoup de traumas, c'est pas évident de passer par tout ce processus. Le processus est complexe aussi dans le sens que, à part tout le, disons, paperwork, disons. Tout ce qui est documents. Documents et préparation. Il y a l'audience comme telle. Et l'audience, c'est vraiment une personne qui prend une décision colossale qui a un impact direct sur ta vie. Alors, c'est sûr que le tribunal... Excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce qu'il y a des procédures que cette personne-là doit respecter aussi, ou elle est un peu laissée à la décision, à la merci? Est-ce que c'est une très bonne question. C'est une question très importante parce que, Edna, dans le passé, le gouvernement avait indiqué 2 à 3 personnes pour prendre cette décision à la Commission de l'immigration du statut de réfugié. Mais à cause de maintes raisons, que ce soit bureaucratique, que ce soit financière, ils ont coupé le nombre de personnes à seulement 1 personne. Et ce que ça cause, c'est beaucoup de problèmes. Oui, parce qu'on sait très bien qu'il y a des biais, il y a des préjugés, tout ça. Mais malheureusement, tout ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Et il y a des cas où on voit justement des juges, on les appelle des juges, mais ils ne sont pas des juges vraiment, ce sont des membres. Et c'est seulement humain. On peut se lever du mauvais côté du lit un matin et dire tout le monde on expulse tout le monde. Non. Est-ce qu'il y a une nomenclature des règlements? Oui, bien sûr. Puis, il faut bien sûr dire que ce n'est pas le cas across the board. Il y a des juges qui sont très corrects et il faut aussi mentionner, souligner le fait que le Canada a un système
qui est de détermination de statut de réfugié assez fort. Puis, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Oui, hein? je comprends. Et il y a des faiblesses. Oui, toujours. On est des êtres humains. Oui, oui. Une des forces, c'est que, justement, chaque demandeur d'asile a l'opportunité de faire entendre son cas, son histoire devant un juge. Déjà là, c'est très bon. Déjà, c'est très bien. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas ça, pour commencer. Deuxièmement, une autre force, je dirais, c'est que le fait que c'est une décision indépendante. C'est un tribunal qui prend cette décision. Alors, ce n'est pas des règlements, des lois qui sont écrits. Non, le Canada, comme plusieurs pays, a signé la Convention des Nations unies pour le statut de réfugié, qui a d'ailleurs été rédigé en 1951, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait beaucoup de sans-papiers, des gens sans statut et sans État, sans pays. Alors, le Canada utilise encore le même document juridique. Et ce document juridique, je dirais, l'aspect fondamental, c'est le non-refoulement. Qu'est-ce que ça veut dire, le non-refoulement? Ça veut dire, si une personne a vraiment sa vie et sa sécurité est menacée dans son pays d'origine, le Canada, par droit international, n'a pas le droit de renvoyer cette personne dans son pays d'origine. C'est bon, ça. Oui. Mais par contre... Oui, vas-y, continue. Après ça, j'ai une autre question. Après. OK. Oui. Mais revenons aux faiblesses. Une des faiblesses du système ici au Canada pour déterminer qui est un réfugié et qui n'est pas un réfugié, c'est le fait que c'est une personne qui prend la décision. C'est une énorme décision qui impacte directement la vie d'une personne et le fait que on est humain, les individus ont des biais, on peut avoir des préjugés. Et c'est même arrivé où deux frères, en fait, avaient exactement, presque la même histoire, mais un juge a accepté un frère et l'autre frère a été expulsé, ou n'avait pas encore de statut même avant l'expulsion, parce que cette personne avait quelque chose contre cet groupe ethnique. Wow. Alors, ça arrive. Il y a des recours que les demandeurs d'asile peuvent prendre, mais souvent, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent et le résultat n'est pas garanti d'être positif. Ça coûte beaucoup d'argent à qui? Au gouvernement? Aux demandeurs d'asile. Oui, s'ils veulent engager, disons, des avocats, des consultants d'immigration. Donc, souvent, ils abandonnent. Souvent, ça peut arriver. Et justement, pour aller dans ce sens-là, je sais que quand on avait eu la discussion sur le sujet, tu m'avais parlé du fait que ces gens-là n'avaient pas de papier. OK? Donc, quels sont les services ou bien les risques que ces personnes-là peuvent vivre pendant l'attente? Oui, durant l'attente. C'est ça, c'est un thème très important, l'attente. Parce que ces personnes vivent dans l'incertitude très prolongée pour un temps très indéfini. Parce que le processus de détermination, s'ils sont acceptés comme réfugiés ou non, peut prendre une éternité. J'ai déjà... Qu'est-ce que tu veux dire par éternité? Un an, 2 ans? Plus concrètement, j'ai déjà eu des entrevues avec des demandeurs d'asile qui ont attendu, des ex-demandeurs d'asile. Finalement, ils étaient acceptés, mais ça a pris 9 ans. 9 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est demandeur d'asile sur un plan quotidien? Oui, s'il te plaît. C'est vraiment une question qui m'a intriguée beaucoup parce que c'est une période énorme de vulnérabilité et que ça soit au niveau de l'éducation, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau d'avoir accès aux services de santé. Mais lorsqu'on n'est pas un citoyen, c'est sûr qu'on n'a pas accès à tout. Déjà, on est demandeur d'asile, ça nous met dans une position très précaire. Oui. Sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'attente, donc il y a cet aspect temporel, donc une attente très prolongée qui a des impacts importants sur la santé mentale de quelqu'un. Assurément. Alors, est-ce qu'on va être expulsé demain, le lendemain, on ne sait pas.
Et expulsés vers quoi? Un pays où le gouvernement nous poursuit. On a un risque d'être torturé, capturé, tué même. Alors, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd, cette réalité que ces personnes vivent. Et c'est très malheureux, et on va sûrement en discuter après, que les gens voient ces personnes, ces demandeurs d'asile, comme des gens qui trichent le système, qui sautent la ligne d'immigration, qui abusent le système. C'est sûr qu'il y a des gens qui font ça, je ne le nie pas. Oui. Mais ce qui est très malheureux, c'est quand des réfugiés, des demandeurs d'asile légitimes tombent dans les cracks du système et sont complètement dans cette période de précarité étendue où l'incertitude, l'inconnu vraiment règne. Et donc... Quand tu dis les cracks, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Des gens qui, c'est-à-dire, vont à leur audience, disons, mais le juge demande des questions vraiment très détaillées. Oui. C'est comme un interrogatoire des fois. Pas tout le temps, mais ça dépend. C'est qui la personne, c'est quoi leur intention. Mais pour donner un exemple, il y avait une femme qui a vécu de la République démocratique du Congo, où il y avait beaucoup d'instabilité politique, qui a vécu de la violence sexuelle. Elle a fui le pays avec son enfant qui, dans ce temps-là, avait peut-être 3 ans. Par chance, elle avait quand même une représentation juridique. Donc, il y avait un avocat qui travaillait avec elle. Mais ils avaient toutes sortes de documents pour prouver que la situation dans le pays était instable, qu'elle a été violée et qu'elle a besoin d'une protection, d'une stabilité et d'une sécurité avec son enfant, juste recommencer sa vie, maintenant qu'elle est au Canada. Oui. Mais le juge a demandé des questions vraiment qui n'avaient aucun rapport avec le cas. Le juge a demandé combien de minutes ça prend pour traverser la rivière pour arriver à Tanzanie. Mais est-ce que c'est important pour son cas? Tout ce qu'elle a besoin, c'est de la sécurité, d'être protégée au Canada. Alors, demander ces questions qui n'ont aucun rapport avec le cas, quand déjà le demandeur d'asile, durant son audience, c'est sûr qu'elle va être nerveuse, qu'elle va avoir le trac. Le fait qu'elle a vécu des traumatismes, ça peut avoir un impact sur, on se souvient de quoi, des détails, on ne se souvient pas quand on a vécu des traumas. Alors, c'est vraiment secondaire ces questions. Donc, des fois, les juges cherchent les moyens pour faire le cheminement ou la décision plus difficile que ça doit l'être. Et pendant ce temps-là, ces personnes-là n'ont pas accès à quel service? Durant ce temps-là, même si sur papier, ils ont accès à quelques services, comme avoir accès à l'éducation, mais c'est tout le cheminement bureaucratique. C'est ça. C'est tellement complexe. Il y a beaucoup de papiers à répondre, des documents à remplir. Parce qu'ils ne sont pas citoyens, mais ils sont ici. Comment ignorer une population qui est ici, qui vit un quotidien ici? On ne peut pas faire en sorte qu'ils n'existent pas. Et il y a beaucoup de pays, je dirais villes, un peu plus progressives à travers le monde, comme Paris, comme New York, qui donnent des cartes à leurs demandeurs d'asile pour avoir accès à certains services, que ce soit les services bancaires, que ce soit quelque chose aussi banal qu'une bibliothèque. Parce que tu es là et tu vis. Alors, il ne faut pas... Est-ce qu'ils ont une carte d'assurance maladie? Non. Et ça, c'est tout... J'allais justement aborder ce sujet où les demandeurs d'asile ici au Québec ont des services de santé très restreints. Mais et il y a tout un groupe de médecins qui sont très passionnés et qui sont engagés de quand même leur donner
accès à des services de santé, parce que même s'ils n'ont pas des citoyens, disons, sur papier, ils sont ici et ils ont droit, c'est un droit humain d'avoir accès à des soins de santé. Alors, le gouvernement aussi, il y a beaucoup de coupures dans ce sens-là. Ils ont accès, mais c'est encore très limité. Très limité. Et pour ce qui est de l'emploi, ils ont une carte de Social Insurance Card. Oui, la carte d'assurance sociale. Voilà. Okay. Mais c'est temporaire et ça commence avec le chiffre 9, si je ne me trompe pas. Okay. Alors, un employeur va voir ça et va dire « Oh, mais c'est quelqu'un de temporaire, je ne vais pas l'engager. Okay. » Et même si la personne est engagée, après, il doit aller prendre un permis de travail, il doit le renouveler. Et qu'est-ce qu'il fait durant ce lapsus de temps où il ne pas encore renouvelé son permis de travail et il ne fait pas de l'argent? C'est assez intense. Complexe. C'est intense. Que ça soit l'attente indéfinie, que ce soit les limitations associées aux services qu'on a tous besoin dans la vie. Alors, ça prend du temps. Mais il y a des cas aussi que c'est assez vite. Il y a un cheminement dans le système où c'est accéléré, leur demande. Et c'est dans le cas où on sait bien qu'il y a une guerre civile dans un pays et c'est accéléré. Mais je dois aussi mentionner que le Canada, même s'il y a comme à un moment donné, il y avait une situation très instable en Algérie. Et le Canada renvoyait, expulsait les gens en Algérie, même si la situation n'était pas stable, jusqu'à ce qu'avec beaucoup de mobilisation, on a pu arrêter les expulsions. Et le Canada a finalement mis un moratoire sur les expulsions envers l'Algérie. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer, merci pour toutes ces informations qui sont riches. J'ai hâte de pouvoir en apprendre davantage parce que c'est la première fois que moi, j'en entends parler. Je savais qu'il y avait de l'immigration, mais demandeur d'asile, c'était plus inconnu pour moi. Oui. Et si je peux te demander, quelle est la perception en général de la population envers ces gens-là? C'est très péjoratif et c'est quelque chose qui est répandu, que ce soit dans les médias, que ce soit même des politiciens, mais surtout aussi la perception publique générale. On voit des gens qui mettent des titres à ces demandeurs d'asile sans savoir leur vécu, sans savoir leur histoire. Et des gens disent « Oh, ces gens qui abusent le système, ces réfugiés, ces demandeurs d'asile, qui utilisent nos argents de taxes, qui utilisent nos services, qui prennent nos jobs. » Tout ce sentiment anti-immigrant qui déjà existe. Et c'est encore plus, c'est pire quand on parle de race, comme des immigrants ou des demandeurs d'asile racisés ou qui ont différentes religions, c'est encore pire. Comme j'ai pas besoin de faire la liste des stéréotypes et des préjugés qui viennent avec tout ça, mais c'est très dérangeant. Et moi, mon projet personnel, c'était vraiment de mettre un peu l'emphase sur ne parlons pas seulement de l'exclusion de ces personnes qui sont isolées, qui sont vulnérables, mais ils ont une voix. Et il y a des instances où ces personnes, de leurs propres mains, de leur propre façon, créent des moments d'inclusion sociale, d'appartenance dans cette ville à Montréal. Et j'ai eu beaucoup d'entrevues avec ces gens pour voir comment ils étaient impliqués politiquement à organiser des mobilisations, des manifestations pour revendiquer, pour demander leur statut. Voir comment ils font du bénévolat plus qu'un citoyen. Avec des gens défavorisés. J'ai parlé à des demandeurs d'asile qui distribuaient de la nourriture à des sans-abri, mais je ne connais pas beaucoup de citoyens, au sens propre du terme, qui font ça. Je comprends. Alors, si ces gens vont éventuellement devenir des citoyens, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'inclure ces gens, de voir comment, de leur propre façon,
ils forgent un sentiment d'appartenance à cette ville où ils vivent un quotidien. On ne peut pas les mettre de côté. Wow. Merci. Merci beaucoup, Laleh. Comment est-ce qu'on peut, puis là c'est la dernière question que j'ai pour toi. Déjà? Oui, je sais, ça passe vite, hein? Mais on va s'arranger pour que, comme je dis à chacune de mes invités, désolée, je les invite à revenir. Donc, c'est pas la fin. On a plusieurs années à couvrir de toute façon. Alors, je voulais savoir comment est-ce que nous, on peut aider? De quelle façon on peut s'impliquer auprès de ces personnes-là? Je dirais la façon, d'abord, ce qu'on peut faire comme individu, comme citoyen de Montréal, Québec, Canada, c'est de ne pas généraliser, de vraiment comprendre c'est qui ton voisin, c'est qui la personne que tu côtoies dans le métro, c'est qui la personne avec qui tu travailles, et oublier, à ne pas avoir peur de l'autre, okay? De quelqu'un qui n'est pas comme nous. Prends une seconde, prends 2 minutes, parle-lui, apprends, regarde, on a tellement de points en commun plus que nos différences. Oui, je vois tes yeux pleins d'eau et tu me donnes le goût de pleurer, là. Parce que c'est quelque chose d'aussi simple, mais les gens sautent par-dessus ce processus. Et on est souvent conditionnés socialement pour plein de raisons, que ce soit les médias, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis. Oui, la culture. La culture en général, on a peur de l'autre, de l'autre. Et malheureusement, les systèmes institutionnels renforcent ça, oui. tout, que ce soit le racisme systématique, institutionnel, ils viennent comme renforcer ces notions et c'est à nous de comme les briser. Deuxièmement, on peut faire du bénévolat avec plein d'organismes communautaires qui aident les immigrants, les demandeurs d'asile. Il y en a plein. Je peux donner une liste après. Oui. Mais juste pour comme ça, personnellement, j'ai fait du bénévolat au YMCA, près de Atwater. Et c'est la première résidence de beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent à Montréal, qui n'ont pas encore de logement, qui n'ont pas encore d'emploi, qui essayent de naviguer un peu ce système bureaucratique d'immigration, de demandeurs d'asile. Et c'est des familles qui arrivent, qui ont vécu toutes sortes de choses. Il y a des enfants. Je travaille justement avec les enfants là-bas. Et c'est des petites choses, des petits gestes qu'on peut faire, mais qui font une grande différence. Ils font une grande différence et ça ouvre nos yeux de deux côtés. Des deux côtés. C'est pas pour moi, oh, j'y vais là pour les aider, c'est des gens démunis. Non, moi, j'ai appris beaucoup de choses de ces personnes, de ces demandeurs d'asile qui sont dans une précarité extrême. Alors, oui, je ne sais pas si ça répond à ta question. Absolument, ça répond à ma question. Merci beaucoup, Laleh. Merci, Edna. J'apprécie énormément ta venue à l'émission, de nous avoir partagé sur cette population cachée qu'on a tendance peut-être à soit ignorer ou discriminer. Oui, absolument. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir poursuivre l'aventure, comme je disais tantôt, avec toi pour en apprendre davantage dans le futur. Donc, c'est certain que ce n'est pas terminé. On a d'autres choses à parler. On a d'autres discussions. En tout cas, je vais m'arrêter ici parce que je pourrais continuer à échanger. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi, Edna, pour l'opportunité et pour la belle conversation aussi. OK. Alors, mon cher public, j'espère que vous en avez appris autant que moi aujourd'hui sur cette population cachée, comme j'ai dit tantôt. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. N'oubliez pas d'aimer nos pages YouTube, Facebook, Instagram et tous les moyens possibles de les partager à vos amis, vos familles pour en apprendre davantage sur cette population francophone vulnérable. Merci énormément. Au plaisir.